utile. Utile à qui? Utile à la société. Et voilà pourquoi Victor Hugo n'envie en rien les poètes parnassiens quand il s'agit justement de travailler sur la beauté, quand il s'agit de travailler sur les mots. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez son recueil pertinent, son recueil, n'est-ce pas, satirique et acerbe, les châtiments. Les châtiments. Nous l'avons cité l'autre jour pour montrer l'engagement du poète. Mais est-ce que, parce que Victor Hugo est engagé, il doit écrire n'importe comment? Non, il doit montrer d'abord son art. Quand vous prenez les châtiments, c'est un recueil satirique, mais c'est un recueil, n'est-ce pas, qui montre l'aspect esthétique de la poésie. C'est un recueil où, ici, on travaille les mots. Victor Hugo écrit avec des alexandrins. On a la présence des rimes. Il travaille d'abord son art. Pourquoi? Parce qu'une œuvre mal écrite est d'emblée voué à l'échec. Oui, c'est sûr. Justement, parce que le poète est un artiste d'abord, il doit travailler les mots et ensuite on retrouvera l'engagement. Et donc la forme doit servir de réceptacle au fond. Justement, nous allons le dire, c'est justement le rapport qu'il y a entre la forme et le fond. Oui. Vous voyez, et ça, je vais revenir avec un autre exemple plus pertinent. Et justement, on va retrouver les châtiments. Je prends deux vers. Deux vers, n'est-ce pas? Qu'il meure, qu'on le broie et l'efface et l'écrase. Noir canot, crachez-lui vos boulets à la face. Vous voyez, ce sont deux vers qu'on retrouve dans Nox, un poème, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans le recueil Les Châtiments. Qu'il meure, qu'on le broie et l'écrase et l'efface. Noir canot, crachez-lui vos boulets à la face. Si vous prenez ces deux vers-là, nous avons ici des alexandrins. Nous savons tous qu'écrire des alexandrins n'est pas une chose facile. C'est quelqu'un, forcément, qui, n'est-ce pas, maîtrise son art, qui peut le faire. C'est une contrainte esthétique. Justement. Oui. Et nous avons également les rimes. Face, et ce ne sont pas n'importe quelle rime, ce sont des rimes riches. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ça prouve tout simplement qu'en plus d'être engagé, le poète également travaille les mots. La forme doit être au service du fond. Est-ce que vous voyez? Oui. Encore une fois, c'est Victor Hugo qui le dit, l'art pour le progrès. Oui. Ce n'est plus un art, n'est-ce pas, qui vise simplement l'esthétique, c'est un art qui vise l'esthétique, mais un art qui se veut être utile. Et c'est important également de répéter ces vers-là qui peuvent servir d'exemple aux élèves. Aux élèves, bien sûr. L'élève peut le faire en montrant qu'à travers ces vers-là, on n'écrit pas n'importe comment. Victor Hugo, en plus d'être un poète qui maîtrise son art, qui sait écrire, qui sait manipuler les mots, va utiliser ces mêmes mots, M-O-T-S, pour dénoncer les mots de la société. Et il est utile également de préciser qu'ici, on ne peut donner que des exemples qui portent sur la poésie, rien que la poésie. Rien que la poésie, parce que justement, on est dans un domaine bien très clair. Oui. On est dans un genre très clair qui est la poésie. On ne peut pas aller trouver des exemples du roman ou bien des exemples tirés du théâtre. Ici, on ne parlera que de la poésie. Et justement, après ça, on aura d'autres, n'est-ce pas, je l'avais dit, Jacques Prévert. Yes. Jacques Prévert, n'est-ce pas, qui est un poète du XXe siècle, justement. Eh bien, Jacques Prévert également va écrire ses poèmes de manière très simple. Justement, ces poèmes sont des chansons populaires, la plupart du temps, des chansons populaires. Le chant ici, c'est déjà, on cherche à plaire la personne. Oui. Quand on dit un chant, il faut d'abord émouvoir, il faut chercher à faire plaire celui qui écoute. Sinon, on ne parle plus de chansons. Parce que, justement, et donc Jacques Prévert va écrire un poème très célèbre qu'on appelle Barbara. Barbara. D'ailleurs, le titre est... Le titre déjà. Et donc, quand vous prenez Barbara, c'est comme une chanson. C'est une chanson populaire, on retrouve des refrains. Des refrains. Quand on dit refrain, on est dans la chanson. Donc, on retrouve des refrains. Barbara, tu te rappelles. Rappelle-toi Barbara. Rappelle-toi Barbara qui revient tout le temps. Mais pourtant, ce poème qui est écrit sous forme de chanson est un poème engagé. Parce que justement, Jacques Prévert dénonce, n'est-ce pas, la destruction de la ville de Brest en France. Est-ce que vous voyez la destruction de la ville, une ville bombardée plusieurs fois pendant la guerre.
Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a une dénonciation donc, de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Toujours pour faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'il faut attirer d'abord la personne. Il faut d'abord, n'est-ce pas, attirer les personnes à lire, à avoir, n'est-ce pas, cette envie de lire votre texte oui. Et justement retrouver ce qu'on appelle la moralité, retrouver ce que l'on dénonce. Voilà pourquoi nous l'avons dit que la forme ne doit pas être singulière. La forme doit servir à quelque chose. Et d'ailleurs, un poème que j'aime bien d'ailleurs par sa forme, mais également par le fond, c'est le Dormeur du Val. Le Dormeur du Val, on le retrouve également oui, avec Verlaine, le Dormeur du Val. La première strophe, elle est esthétique. On dirait que c'est une chanson, une ode pour la nature, justement. Alors qu'à la fin, un soldat meurt, 2 balles à la fin. Justement, vous avez très bien dit à la fin. C'est un sonnet. Oui. Justement, c'est un sonnet et un sonnet, une forme poétique, une forme fixe qu'il faut forcément maîtriser l'art d'écrire. Oui. Parce qu'un sonnet, c'est quoi? 2 quatrains et 2 tercets, avec des rimes, n'est-ce pas, qui suivent, n'est-ce pas, une règle, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans le sonnet. Justement, le poète, encore une fois, je l'ai dit, avant d'être engagé, est d'abord un artiste qui maîtrise son art. Maintenant, cet art-là, je l'ai dit, ne doit pas être singulier. Cet art-là ne doit pas être à l'image des Parnassiens. Voilà pourquoi il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas cette conception parnassienne. L'art, oui, on est d'accord, doit servir. Doit être beau. L'art doit être, n'est-ce pas, purement non pas purement, doit être esthétique. Oui. Mais ensuite, il faut accorder à cet art esthétique une finalité. Oui. L'art devient un moyen. Pourquoi? L'art pour l'art, n'est-ce pas? L'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. L'art à quelque chose. Et je vais terminer par un autre exemple qui me tient à cœur. Je veux parler de Apollinaire. Les calligrammes. Oui, les calligrammes. Oui, les calligrammes. Un bon recueil de poèmes d'ailleurs. Les calligrammes de Guillaume Apollinaire. Il faut écrire Apollinaire au tableau parce que parfois les élèves se trompent sur son nom. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, il va retrouver les calligrammes. Mais c'est quoi les calligrammes? Justement, ce sont des poèmes écrits sous forme d'image, sous forme de dessin. Mais la forme doit justement rappeler le fond dont on parle. Est-ce que vous voyez? Donc les calligrammes ici, c'est un travail d'abord sur la forme. Surtout, c'est comme si c'était un dessin, mais ce dessin rappelle le thème abordé. Est-ce que vous voyez? Donc ce travail sur la forme doit être au service au fond, le fond même, ce dont on parle. Et nous allons prendre comme exemple la colombe poignardée et le jet d'eau. Est-ce que vous voyez l'exemple qu'il faut prendre? La colombe poignardée et le jet d'eau. Les poèmes qu'il faut mettre entre guillemets, les recueils de poèmes qu'il faut souligner. Poèmes, soit on les met entre guillemets, soit on souligne. Justement, et vous retrouverez que les calligrammes là qu'on retrouve, eh bien, ont été un sous-titre poème de la paix et de la guerre. Vous voyez déjà, quand on dit poème de la paix et de la guerre, le fond est déjà là. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Quand nous prenons la colombe poignardée et le jet d'eau, quand vous regardez la forme, n'est-ce pas, de la poésie, on voit nettement une colombe. C'est un dessin, une colombe, et on voit un jet d'eau. Mais qu'est-ce que cela représente? Justement, cela représente quoi? Apollinaire, par les vertus de l'image, par les vertus du dessin, montre ici, dénonce et met en exergue la disparition et la dispersion, ou bien même la mort de ses amis pendant la première guerre mondiale. D'ailleurs, pour lui, la guerre est une matière littéraire. Justement. C'est une matière littéraire qu'il exploite à travers la poésie. Justement, il faut le dire, parce que déjà les calligrammes, c'est vers 1900. Le poète ne peut pas dire que moi je suis un poète, je travaille les mots tout simplement. Il est concerné, comme le dit Jean-Paul Sartre. Il est dans une circonstance, dans une situation. Maintenant, il se doit d'utiliser son art au service de quelque chose. Il y a d'autres calligrammes, il y en a beaucoup, vous voyez que j'ai mis calligramme avec S, il y en a beaucoup d'autres. La cravate et la montre, vous voyez, la cravate et la montre, qui peut-être est une invitation à méditer sur le temps
n'est-ce pas, qui presse et nous noue à la gorge, comme la cravate douloureuse que tu portes haute là. Justement, vous voyez, c'est très bien d'ailleurs. Et vous voyez donc, ce qui intéresse le poète, ce n'est pas simplement la forme. Bien sûr, il travaille d'abord la forme parce qu'il est un artisan, parce qu'il est un poète. Mais après avoir travaillé sur la forme, cette forme ne peut pas être inutile. Cette forme doit, n'est-ce pas, être tout simplement utile et donc doit être en rapport direct avec un fond. Et d'ailleurs, c'est une nécessité pour l'écrivain. Travailler la forme parce que quelqu'un qui écrit a besoin d'être lu. Justement, je l'ai dit. Et donc, en aucun cas, l'engagement doit exclure la recherche esthétique. Donc, ça doit être parallèle. Oui. Voilà, justement, voilà pourquoi on ne peut pas faire de l'art pour rien. C'est pas possible. On ne peut pas faire de l'art comme ça. Je chante comme ça. On chante pour quelque chose. D'ailleurs, les gens qui chantent ou bien qui écrivent pour le simple plaisir d'écrire, parfois n'ont pas d'admirateurs. Est-ce que vous voyez? Pourquoi dans les vous voyez, ce sont des arts. On est des artistes. Mais l'artiste doit servir à quelque chose. Victor Hugo l'a compris. Et c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, Edgar Morin disait que dénoncer est stérile si on est incapable d'énoncer. Dénoncer et énoncer, l'énonciation. Vous voyez, et déjà, il fait un jeu de mots. Un jeu de mots. Quand on dit un jeu de mots, j'ai envie de dire la poésie. Jeu et enjeu. Parce que vous voyez, la poésie est un jeu, mais également doit avoir des enjeux. Parce que vous voyez, c'est un jeu. Pourquoi? Parce que le poète doit être à l'aise avec les mots. Il joue avec les mots. Mais justement, jouer avec les mots, ce jeu doit servir à quelque chose. Parce qu'il faut plaire. Même les professeurs, il faut le dire. Le professeur doit être d'abord un séducteur, entre guillemets, soit être un charmeur, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord séduire ses élèves qui auront l'envie de l'écouter. Et vous touchez là un problème particulier, et surtout pour les matières littéraires. Il faut d'abord avoir un discours. Forcément. L'éthos. Un professeur qui vient, j'arrive devant les élèves. Déjà, c'est difficile de regarder quelqu'un et de le suivre pendant 2 heures de temps. Si j'arrive et je fais que mon travail, c'est-à-dire la poésie, la littérature, mais les élèves vont dormir. Ça, je dis, mon cours, personne ne peut dormir. Pourquoi? Je bouge tout le temps. Je fais ceci, je fais... Ce sont des cours à visée somnifère. Voilà, justement. Donc, il ne faut pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher à captiver l'attention de l'élève. Ici, le poète doit chercher à captiver l'attention de son lecteur qui aura envie de le lire, n'est-ce pas? De délecter justement ce qu'il s'agit, son poème. C'est comme ça qu'il aura à voir l'utilité, ce que vous voulez dire et à comprendre ce que vous voulez dire. Exactement. Que ça soit Victor Hugo, Guillaume Apollinaire et d'autres poètes et chaque Prévert, on retrouvera alors, n'est-ce pas, cette envie de lire, mais également cette envie de retrouver le fond dont on parle. Le poète, à la fois, est quelqu'un qui est engagé, mais avant d'être engagé, il maîtrise d'abord son art. C'est ça que les élèves doivent retenir. S'il y a une chose à retenir pour cette partie-là, c'est que le poète d'abord doit maîtriser son art. Une fois qu'il maîtrise son art, il est impliqué alors dans l'engagement, il se doit d'être utile, son art doit servir à quelque chose. Et d'ailleurs, une partie importante, parce que si l'élève fait la première partie, ensuite la deuxième partie, la troisième partie touche généralement cette question, c'est-à-dire comment établir un pont entre les deux fonctions. Justement, et la plupart du temps, c'est ce qu'on retrouve. Première partie qui serait comme une thèse, deuxième partie comme une antithèse, et la troisième partie comme une synthèse. Mais ceci n'est pas une règle, ceci n'est pas obligatoire. On peut avoir autre chose. On peut avoir une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. Et parfois même la première partie peut être déjà une jonction, peut-être déjà une complémentaire. Pour commencer par une première partie à vous dire, montrer que le poète utilise son art, justement, sa maîtrise du langage pour dénoncer. Et ce serait une première partie où tu aborderas la même chose. Hein. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un plan canonique qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, la consigne maintenant règle tout le problème. Les élèves ont un canevas à suivre. Tout dépend de la consigne. L'élève doit respecter scrupuleusement la consigne. Justement, et c'est fini. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est ça que vous allez faire. Et faire 2 parties, laisser la troisième partie, parfois ça se voit. Hein? Oui, ça se voit. Par contrainte de temps, ils vous diront, mais ça c'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu aurais ici donc un travail inachevé, un travail incomplet. Et ça, vraiment, c'est mal noté à l'examen. Il faut tout faire pour terminer. Vous avez 4 heures. Et voilà pourquoi la méthodologie devient encore pertinente. Il faut que l'élève ait une
une méthode. Sinon, ce n'est pas bien. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il fallait montrer dans cette partie-là. Montrer qu'en plus d'être un poète, en plus d'être un artisan des mots, il se doit d'être engagé. Il faut le comprendre. Le poète utilise ses mots, M-O-T-S, son langage, pour dénoncer les mots de la société. Et on a parlé des poètes français, mais il y a également des poètes négro-africains qui ont travaillé sur cette jonction-là entre l'engagement et l'esthétique. Justement. Et surtout les poètes de la négritude, on peut les citer. Quand, par exemple, n'est-ce pas, Léopold Sédar Senghor écrit « femme noire ». Mais regardez, il joue avec les mots déjà. Nous retrouvons des anaphores, femmes qui reviennent tout le temps. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, ta forme qui est beauté. Justement, on retrouve des allitérations aussi. Oui. Vous voyez, ces allitérations ne sont pas gratuites. Ce sont des mots, c'est un jeu de la langue qui renvoie à quelque chose, une valorisation de la femme noire. Il ne s'agit pas simplement de la femme, mais surtout de la race noire. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi il choisit la femme? Ça également, c'est pour plaire. Il pouvait choisir un homme, mais je vous assure, s'il avait choisi un homme, le poème n'aura pas le même succès. Mais il joue sur la sensualité. Justement, je ne voudrais pas déraper, mais vous savez que l'homme, pratiquement... Oui. Voilà, justement, vous comprenez donc, la femme ici, il est choisi parce que ça attire. Vous voyez, donc vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, on travaille. J'ai grandi à ton ombre et ta couleur de tes yeux bondés mon visage. Justement, et c'est ça qu'il faut comprendre. On joue avec les mots, mais ce n'est pas tout simplement un simple jeu. C'est également, il y a un aspect utile derrière qui se cache, qui est en filigrane, n'est-ce pas, dans le poème, que, n'est-ce pas, le lecteur doit comprendre et doit saisir. Dans la poésie négro-africaine, où il y a eu une rupture syntaxique, c'est-à-dire qu'eux, ils n'utilisent pas l'alexandrin, etc., de l'octosyllabe, etc. À l'image d'ailleurs des poètes surréalistes. Des surréalistes. Les surréalistes ont pratiquement influencé les poètes de la négritude. Il y a ce refus d'écrire comme les classiques. Vous voyez, on ne retrouvera pas des sonnets, non. On ne retrouvera pas des alexandrins, non. On retrouvera ce qu'on appelle le vers libre. Vous voyez, ce qu'on retrouve également chez Aimé Césaire, chez Victor, comment ça s'appelle, je veux dire David Diop, qu'on retrouvera chez Léopold Sédar Senghor. Et voilà pourquoi c'est important. Vous voyez, on parle de la poésie. Voilà pourquoi quand on va parler du commentaire, l'élève est appelé à comprendre ces outils textuels. Est-ce que vous voyez, à comprendre comment le poète arrive justement à faire telle dénonciation ou bien à exprimer des sentiments ou bien à travailler sur les mots. Quels sont les outils textuels? Vous voyez, il doit parler des allitérations, des figures de style. Il doit parler du style d'écriture du poète. Il doit connaître le poète. Surtout. Parce que connaître la biographie du poète permet également de saisir son œuvre. Parce que parfois, la biographie et l'œuvre sont liées. Sont liées. Mais ce n'est pas toujours le même cas, mais c'est lié. Mais c'est lié. Et ça, on en reparlera quand on abordera le cours sur le commentaire. Est-ce que vous voyez? Donc ça également, c'est très important. Et donc, pour terminer avec, n'est-ce pas, la dernière partie, l'autre fonction qu'il faut noter, c'est la fonction lyrique. La fonction lyrique. La fonction lyrique. Oui. La fonction lyrique. Donc là, je pense que ça en est terminé. Alors, quand on dit la fonction lyrique, il y a un mot qui soit là. L'adjectif lyrique. Il faut le comprendre, cet adjectif lyrique vient du mot lire. La lyre, c'est quoi? C'est un instrument de musique à cordes qui est associé à Orphée. Oui. Vous voyez? Qui est associé à Orphée. Nous connaissons la légende d'Orphée. On ne va pas être là à nous étaler sur cette légende-là, mais nous savons que depuis Orphée, la poésie est liée à la douleur. Parce qu'elle a perdu sa femme Eurydice. Eurydice, justement, tout ce que vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Orphée, avec sa lyre,
va continuer à se lamenter et à parler de ses sentiments. Et donc, il y a des poètes qui vont imiter Orphée et vont faire pratiquement la même chose. Ils vont utiliser la poésie comme étant un canal par lequel on extériorise son fort intérieur, où on va exprimer ses sentiments, des sentiments les plus intimes. Mais il faut le dire, ce n'est pas n'importe quel sentiment. Alfred de Musset, dans les vœux stériles, nous dit ceci, on ouvre les guillemets, il sera poète lyrique, puisque joie ou douleur, tout demande sans cesse à sortir de son cœur. Pourquoi? Parce que ces sentiments-là peuvent être heureux. Ces sentiments-là peuvent également être malheureux. Oui. Puisque joie ou douleur. Justement, qu'est-ce qui se passe donc? On peut parler de poésie lyrique, mais ce n'est pas simplement les sentiments malheureux. Quand le poète également exprime des émotions heureuses, alors on parle du moi jovial. Il y a ce qu'on appelle le moi M-O-I tout court, hein, le moi jovial. D'autres diront le moi, comment dirais-je, élégiaque. Vous voyez, ici donc, que fait le poète? Il célèbre. Il peut célébrer. Il peut célébrer un pays. Il peut célébrer une femme, une personne. Il peut célébrer les valeurs, n'est-ce pas, de sa culture, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe alors? On parle de poésie lyrique aussi. Hein? Oui. Parce que vous voyez, il y a également ce qu'on appelle des émotions malheureuses. On parlera le moi souffrant. Ou bien, si vous voulez, le moi mélancolique. Et qui est d'ailleurs plus généralisé. Et les élèves sont beaucoup plus à l'aise avec le moi souffrant, à tel point qu'ils oublient le moi jovial. Justement le moi jovial. Est-ce que vous voyez? Donc ici, le moi souffrant, ici, il exprime. Il veut se consoler la plupart du temps. Il se soulage. Il partage sa douleur. Et enfin, il y a ce qu'on appelle également, il y a une sorte de complémentarité déjà entre ce moi-là et l'altruisme du poète. Il y a ce qu'on appelle aussi, et qui peut arriver, le moi qu'on appelle collectif, ou d'autres appelleront le moi universel. Pourquoi? Parce que le moi n'est pas purement personnel. Le moi peut arrêter d'être égoïste et devenir un moi altruiste. Je dis je, mais le je ne parle pas de moi seulement. Le je également est universel et collectif. Il s'adresse également aux autres. Voici les trois éléments qu'il faut comprendre quand on parle de la fonction lyrique. Et parmi ces trois exemples, il y a des exemples. Bien sûr, c'est ça que je vais faire tout à l'heure. Donc je vais expliquer. Je l'ai dit tout à l'heure, le poète donc est un être extrêmement sensible, n'est-ce pas, qui cherche parfois à extérioriser ce qu'il a au plus profond de lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Il exprime des sentiments qui peuvent être heureux. Et là, donc, ce qu'on appelle le moi jovial. Quels sont les poètes qu'il faut prendre? On peut déjà parler de Ronsard, poète humaniste, qui va célébrer, n'est-ce pas? D'ailleurs, la poésie ronsardienne, n'est-ce pas, est teintée de trois figures féminines. Vous les connaissez tous, Cassandre, Hélène et Marie. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il célèbre l'amour de ces femmes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez amour pour Marie, par exemple, n'est-ce pas? Marie, qui voudrait votre nom tourner, retrouverait aimé, aimez-moi donc. Et quand on continue là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'il pleure un être cher? Non. Peut-être, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui célèbre l'amour, cet amour-là qu'il a envers ces femmes-là. Nous allons également, cette poésie de Ronsard est proche de la poésie de Paul Éluard. Bien plus qu'il s'agit d'un poète surréaliste. Un merveilleux poète d'ailleurs. Mais pourtant, Paul Éluard également a écrit des poèmes pour des femmes, pour célébrer l'amour. Parlons de La courbe de tes yeux, La courbe de tes yeux qu'il a écrit pour sa première épouse, Gala. Est-ce que vous voyez? La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Est-ce que vous voyez? Donc ici également, il célèbre l'amour, il célèbre la femme aimée. Il s'agit de Paul Éluard. Est-ce que vous voyez? Et toujours parlant de Paul Éluard, on peut aller même jusqu'à retrouver parmi ses derniers poèmes le Phénix. Le Phénix. Le Phénix. Déjà le titre est évocateur. Pourquoi? Parce que le phénix, c'est quoi? C'est un oiseau mythique qui peut renaître de ses cendres.
Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir perdu Nouk, je pense, n'est-ce pas, il va retrouver sa campagne Dominique. Parce que le poète, après la mort, n'est-ce pas, de sa femme, a perdu, n'est-ce pas, toute envie d'aimer. Mais quand il retrouve et rencontre Dominique, cet amour va renaître. Et cet amour qui renaît, en même temps, le poète retrouve ses talents d'écriture. Est-ce que vous voyez, sa poésie également renaît. Et voilà pourquoi, quand j'explique ce poème-là, on retrouve le poème Je t'aime. Les trois mots magiques. Qui veut tout dire. C'est un titre évocateur. Je l'appelle les trois mots magiques. Il arrive parfois que quand en cours, je cite ce poème, je dis je t'aime, il y a 3 élèves qui tombent, qui vont et ça va s'évanouir. Et bon, ça c'est autre chose. Vous voyez, je t'aime. Mais le titre est évocateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement parce que le poète avait perdu toute envie d'aimer. Ça me rappelle la chanson de Pape Echer, Lonkotina. Nonna, nonna, mandotuma nobat. Vous voyez, il avait cru qu'il n'avait plus jamais tombé amoureux. Mais quand il a retrouvé Dominique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le phénix qui renaît, c'est de la même manière que sa poésie va renaître, c'est de la même manière que son amour va renaître. Vous voyez ici qu'on célèbre la femme aimée. On le retrouve également, n'est-ce pas, chez certains poètes, comme les poètes de la négritude. Il faut parler cette fois-ci de David Diop, coup de plomb Ramakam. Il célèbre. Vous voyez, c'est Ramakam, n'est-ce pas? Me plaît ton regard de fauve, Ramakam et tout. Vous voyez, ici, on célèbre. Même quand vous prenez Joal, je me rappelle, célébra une célébration. Donc ici, vous voyez, les signares à l'ombre des vérandas, les signares aux yeux surréels. Et donc ici, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle une poésie laudative. Justement, c'est une poésie laudative où on célèbre. Donc voici les poèmes les exemples qu'il faut prendre justement, où on montre que le poète ici célèbre soit une personne, soit un pays, soit, n'est-ce pas, des valeurs. Il s'agit toujours d'une célébration. Il s'agit de sentiments heureux, surtout la célébration de l'amour. On retrouvera également que le moi souffrant, la douleur également est inspiratrice. La douleur est inspiratrice du poète. Le poète peut s'inspirer d'un cœur, un cœur brisé. Brisé par quoi? Brisé par la perte d'un être cher. Brisé par quoi? Brisé par la solitude. Brisé par quoi? Brisé par la nostalgie. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il s'agit de souffrant. Et quand on dit souffrant, pourquoi on a besoin d'exprimer nos sentiments? Parce qu'on veut partager, parce qu'on veut se consoler, parce qu'on veut se soulager. C'est ça que Lamartine a compris lorsqu'il dit « Je n'imitais plus personne. J'écrivais moi-même pour moi-même. Ce n'est pas un art, c'est un soulagement de mon cœur qui se berçait de ses propres sanglots. » Est-ce que vous voyez? C'est un soulagement de mon cœur. N'est-ce pas? Lamartine ici cherche à se soulager. On se soulage toujours d'une douleur. Je l'ai dit tout à l'heure. Quels sont les exemples? N'est-ce pas? Une douleur par quoi? Causée par quoi? Par la perte d'un être cher. Mais on a des exemples. Oui, on a des exemples, énormément d'exemples. Victor Hugo, avec la perte de sa fille, Léopoldine, va écrire, n'est-ce pas, un recueil. Et dans ce recueil, on retrouve un livre, le livre 4, Paoka Meaye. Justement, il faudrait l'écrire quelque part. Paoka Meaye. N'est-ce pas? Et dans Paoka Meaye, quelques vers, quelques poèmes pour ma chérie. Paoka Meaye. Et ça, c'est le livre 4. Et c'est là où on retrouve Demain dès l'aube. C'est là où on retrouve à Villequier, à celle qui est restée à Paris. Ce sont des poèmes destinés à sa fille. Et ici, Victor Hugo écrit justement parce qu'il veut partager sa douleur. Justement, il exprime des sentiments, et là, ce sont des sentiments malheureux. Et le dernier point rapidement, le moi collectif, parce que le temps nous rattrape. Si vous voulez. Oui, on peut également en parler de Senghor, qui fera la même chose avec Élégie pour Philippe Maguilène Senghor. Et le moi collectif, alors c'est quoi? C'est quand le je cesse d'être égoïste. C'est quand le je renvoie à l'autre. C'est pourquoi des professeurs parlent de lyrisme engagé. Et donc ici, il faut reconnaître quand dans la préface des Contemplations, alors Victor Hugo dit ceci: quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas, à insensé qui croit que je ne suis pas toi? Alors les Contemplations deviennent cette eau profonde que les gens qui vont venir se pencher retrouveront leur propre image. Ça veut dire quoi? Dans le jeu du poète, on peut se retrouver. Pourquoi? Parce que Victor Hugo, après avoir perdu sa fille, s'est rendu compte que la souffrance est universelle. Que tous les autres qui ont perdu leur fille peuvent ressentir la même chose et se voient dans le jeu du poète.
du poète. C'est ça que Aimé Césaire dit quand il devient l'écho sonore de son peuple, quand il devient le porte-parole de son peuple. Est-ce que vous voyez? Il dit je, mais le je n'est pas, n'est-ce pas, le poète dont on parle, mais il s'agit des autres. Voilà pourquoi Aimé Césaire dit, je viendrai à ce pays mien, je lui dirai, embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit je. Mais là, vous voyez, tellement il dit ma bouche sera la bouche de qui? Des malheurs des autres. Quand je dis je, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est vous. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parle. Vous voyez justement que le jeu de Aimé Césaire n'est pas un jeu égoïste, n'est pas un jeu étroit, c'est un jeu universel et collectif. Et ça, vous le retrouverez chez les poètes romantiques aussi, comme Lamartine, qui, quand il va écrire Épître à Félix Guillaume Martin, qu'est-ce qui se passe? Mais il veut porter à l'image du Christ la souffrance humaine. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère, le temps n'est plus où j'écoutais mon âme se plaindre et soupirer comme une faible femme. Il va dire dans l'autre strophe, puis mon cœur, insensible à ses propres misères, s'est élargi plus tard aux douleurs de mes frères. Est-ce que vous voyez? Donc il ne ressent plus sa propre souffrance, mais il veut porter, il veut ressentir la souffrance des autres. Vous voyez ici, le jeu cesse d'être, égoïste, le jeu devient alors universel et collectif. Monsieur Sène, j'ai envie de vous applaudir pour ce magnifique cours. J'ai envie également d'applaudir les blouses blanches qui mènent une lutte acharnée et quotidienne pour maintenir des vies. Ces blouses blanches-là méritent des applaudissements. Justement, oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler, n'est-ce pas, que le combat n'est pas terminé. Le combat continue. Respectons toujours les consignes et les instructions, n'est-ce pas, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et ensemble nous vaincrons. Il y a deux domaines qui ne sombrent jamais, la santé et l'éducation. Merci beaucoup. Et cette période-là nous montre ces vérités-là qui sont indéniables. C'est indéniable, on ne peut pas, n'est-ce pas, c'est incontournable. La santé et l'éducation. La santé et l'éducation, n'est-ce pas? Et la sécurité aussi. La sécurité, il faut en parler, ça également, c'est très important. Donc, on met santé, éducation et sécurité. Voilà, ça c'est bien. Professeur, merci pour ce cours. Beaucoup. Je donne également rendez-vous demain aux élèves pour un autre cours. C'est dans e-école, ne le ratez surtout pas.